Bonsoir Caroline Fourest, merci d'être avec nous. Et cette semaine, cette quinzaine, puisque vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, et pour cause, vous revenez d'Ukraine. Vous revenez d'Ukraine, Caroline, et vous nous avez dit, alors la une de Franc-Tireur d'abord, le Mirage Meloni retour sur une réussite en trompe-l'œil, mais vous souhaitez ce soir nous livrer la toile de fond, l'explication finalement de cette incroyable complaisance de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui a fait que on a découvert avec stupeur ce plan américain dont on a compris, avant qu'il soit finalement modifié par les Européens, qu'il était pour de larges passages la traduction même d'un plan russe. Et vous nous dites, il y a une explication, je vais vous la livrer. Quelle est cette explication ? Elle est le fruit, cette explication, de deux enquêtes et de deux grands enquêteurs qui ont travaillé sur le sujet pour Franc-Tireur. D'un côté, Antoine Vitkine, qui avait beaucoup brossé les liens qui unissent Donald Trump au Kremlin dans une enquête qu'on avait intitulée « La poupée russe » dans Franc-Tireur, avant même l'élection de Donald Trump, où on annonçait exactement ce jeu trouble, parce qu'on pouvait le lire, pas dans le Mar de Café, mais dans, effectivement, son premier mandat et les liens qu'il entretenait depuis. Et ensuite, je vous parlerai d'une autre enquête de David Colomb qui confirme ce qui s'est avéré depuis. Mais je remonte à la première enquête d'Antoine Vitkine, qui a analysé comment, en 2016, quand Donald Trump est élu, puis en 2017, quand il arrive dans le bureau ovale, il a bénéficié pendant sa campagne d'usines à trolls, de gros mouvements, de raids sur les réseaux sociaux dont on sait qu'ils sont poussés par la Russie pour faciliter sa victoire. On sait que par exemple dans le Pizzagate, qui est le complot, le scandale qui a beaucoup nui à Hillary Clinton, derrière il y avait beaucoup déjà de trolls russes financés par la Russie, qui a déversé environ 180 millions de dollars en argent pour favoriser des opérations d'influence entre 2016 et 2020. Même après l'élection de Trump, ça a continué. Et je vous laisse imaginer le montant depuis la guerre en Ukraine pour essayer de renverser les opinions aux États-Unis et ailleurs. Pendant le premier mandat de Trump, il y a deux personnes qui nous alertent, qui ne sont pas n'importe qui. Il y a l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, qui dit « Je n'ai jamais compris pourquoi Donald Trump, quand on l'interrogeait sur ses opérations d'influence, cherchait plutôt à savoir quelles étaient nos sources, pour essayer au contraire peut-être même de les torpiller. Je n'ai jamais compris pourquoi quand il recevait ou quand il rencontrait Donald Trump, quand il rencontrait Vladimir Poutine, il demandait à tous les conseillers, à ses collaborateurs de sortir de la pièce, ce qui normalement ne se fait pas pour des rencontres de ce haut niveau. Et l'autre personne qui alerte, c'est John Bolton. Vous savez, c'est l'ancien conseiller à la défense de Donald Trump, qui d'ailleurs, depuis qu'il alerte sur la complaisance de Trump envers Poutine, a beaucoup d'ennuis. Il dit, John Bolton, étrangement, Trump croyait davantage Poutine que les services de renseignement américains. Il l'a vérifié à 2 reprises pendant le premier mandat de Trump, notamment pendant la fameuse affaire Hunter Biden, vous savez, sur laquelle il faut revenir, parce que c'est là qu'on voit aussi l'imbrication ou comment le cerveau de Donald Trump peut être configuré par les éléments de langage russe. L'affaire Hunter Biden, le fils de Joe Biden, c'est quand même une source qui arrive au FBI, qui est visiblement manipulée par les Russes, mais qui va essayer d'intoxiquer les renseignements américains en disant « Le fils de Joe Biden est corrompu par l'argent qui vient de l'Ukraine, Joe Biden est impliqué ». Et Donald Trump, qui s'apprête à affronter Joe Biden en campagne électorale, veut y croire. Les Russes lui disent que c'est vrai. Et quand les renseignements américains lui disent c'est un tuyau percé, eh bien, il croit plutôt les renseignements russes. Or, depuis, tout ce que je viens de vous décrire, c'est profondément aggravé, David. Et ça, c'est la deuxième enquête qu'on a publiée aussi dans Franc-Tireur, qui est une enquête de David Colomb, qui est un historien français, et David Colomb est un fin connaisseur, là aussi, de tous les mouvements d'influence russe. Et il a fait le sommaire, un peu la compilation de toutes les mesures prises par le nouveau Trump, celui qui est réélu et à nouveau dans le bureau ovale. Et en fait, il a systématiquement désarmé tout ce qui pourrait prévenir ou protéger l'administration américaine de l'intoxication russe. Les services de renseignement ? À tous les niveaux. J'ai reçu beaucoup de messages, y compris de trolls, peut-être sans doute vrais et parfois russes, pour avoir dit Trump a mis des hommes
partout à sa main à la tête de l'administration, et on me répond, mais tous les présidents font ça. Oui, tous les présidents nomment des gens qui sont plutôt proches d'eux et de ce qu'ils veulent faire, bien sûr. Mais Trump, il a la particularité d'avoir nommé des pro-russes ou des partenaires de golf ou des affairistes proches de lui, totalement incompétents à des postes stratégiques qui fragilisent son pays. Exemple. On va voir le triptyque infernal, par exemple, on va commencer par Pam Bondi. Pam Bondi qui est au milieu, c'est la nouvelle procureure générale. Et c'est quelqu'un à qui Donald Trump demande de faire la guerre et de traquer tous ses opposants. C'est surtout quelqu'un qui, dès qu'elle a été installée à la tête du renseignement américain, c'est pas rien comme poste, malgré un niveau de compétence assez douteux. On sait qu'elle a plutôt des affinités pro-russes, donc c'est déjà assez fragilisant et assez inquiétant. Une de ses premières mesures a été de s'attaquer au Foreign Malign Influence Center, qui est un centre justement de détection, d'études sur tout ce qui était opération d'ingérence. On sait aussi que la Maison-Blanche a demandé au FBI de ne plus enquêter sur les liens éventuels avec des officines étrangères ou des pays étrangers lorsqu'on les nommait au sein de l'administration, et une protection de moins. Ça, c'est avéré. Pour se faire infiltrer, bien sûr. Mais c'est pas fini. Tulsi Gabbard, Tulsi Gabbard, donc Pam Bondi, c'est la procureure générale. Tulsi Gabbard, c'est la chef du renseignement américain, pardon. Et elle est carrément qualifiée d'agent de Poutine par qui ? Par Soloviev, par le roi des propagandistes pro-russes. Elle est considérée comme la fiancée de la Russie. Peut-être que c'est le baiser de la mort. Peut-être que c'est le baiser de la mort, sauf que plusieurs de ses positions et prises de position en attestent. C'est quelqu'un qui a une vraie sympathie pour la Russie de Poutine. On l'a mise à la tête du renseignement américain. Elle s'est attaquée, elle aussi, à ces centres d'études et de détection des opérations d'ingérence. Elle s'est attaquée à tout ce qui était task force, mais Pam Bondi aussi, ou centres d'études qui sont chargés de lutter contre la désinformation, contre les opérations de déstabilisation et d'influence. Le troisième, c'est pareil. Pete Hegseth, qui est quand même le secrétaire d'État à la Défense, c'est pas rien. Eh bien lui, il a débranché les offensives numériques contre la Russie que menaient aussi les États-Unis pour se défendre, et il a débranché au sein du ministère de la Défense tout ce qui était études et rapports sur les opérations de déstabilisation et d'ingérence. Moralité, quand vous additionnez tout ça, vous vous retrouvez avec une Amérique qui n'a plus de pare-feu, plus de bouclier, plus d'yeux pour détecter ce qui peut être une opération d'intoxication. Et du coup, vous n'êtes pas surpris de vous dire que ce pauvre Marco Rubio, qui est peut-être le dernier adulte dans la pièce, se soit retrouvé avec un document dont il ne savait peut-être pas lui-même à ce moment-là, si c'était un document américain ou si c'était un document russe. C'est vrai qu'on a été stupéfait par cette confusion au sommet littérale de l'État américain, avec vraiment des sources opposées, enfin qui donnaient en tout cas des versions opposées sur ce document. Et dont l'intelligence artificielle a démontré qu'il y avait même encore des mots mal traduits du russe. Mais vous comprenez l'inquiétude même des services de renseignement aujourd'hui français et européens. C'est-à-dire que nos principaux partenaires, et la plus grande démocratie qui est censée être une force de protection dans le monde, et de l'intérieur, et c'est d'ailleurs ce que dit un fonctionnaire américain. On va l'entendre, un fonctionnaire américain qui le dit évidemment sous couvert d'anonymat, parce que quand on voit les mesures de rétorsion qui, par exemple, sont en train de s'abattre sur John Bolton, peu veulent témoigner. C'est un haut fonctionnaire américain qui dit « Les gens disent que la Russie est en train de gagner, mais en fait, Poutine est déjà à l'intérieur du système de renseignement et politique américain. » C'est une leçon qu'on doit tirer, David, aussi pour nous-mêmes, parce que c'est très sérieux comme menace. Vous avez commenté avant que j'arrive les sondages plaçant le candidat du Rassemblement national en situation de l'emporter dans tous les cas de figure. On ne peut pas exclure quand même que dans notre pays, il y ait des partis qui soient sous influence russe. Et ces liens sont aussi avérés, et ces liens sont étayés. Et on ne peut donc pas exclure que si un parti pro-russe arrivait à la tête de la France, on assisterait exactement à ce qu'a fait Trump, c'est-à-dire placer à la tête du renseignement, à la tête de tous nos services de protection qui sont aujourd'hui nos boucliers, des gens qui en fait ne nous veulent pas forcément du bien. Alors il y a des dirigeants du Rassemblement national qui ne
cachent pas, puisqu'on parle de ça, qui ne cachent pas leur sympathie pro-russe. Thierry Mariani, c'est son cas. Mais on a entendu Jordan Bardella, au moment de la campagne des européennes, prendre ses distances avec ses positions. Oui, mais Jordan Bardella, au Parlement européen, il confie la communication de son groupe, du groupe soi-disant patriote, à toujours les mêmes agences de communication qui sont des pro-syriens du temps de Bachar el-Assad et des pro-russes forcenés. Donc il y a toujours une limite au discours, même quand il change pour gagner une élection. Et ce qui est encore plus inquiétant, sans doute, c'est est-ce que nous sommes préparés en tant que nation ? Quand on revient d'Ukraine, je peux vous dire qu'on mesure à quel point eux, ils sont... C'est reposant en fait quand on est en Ukraine en venant de France, je vais le dire comme ça, parce qu'au moins on est dans un pays où certes on dort pas beaucoup la nuit parce qu'on doit aller parfois à l'abri, mais quand on est le jour et qu'on est réveillé, on est entouré de gens qui savent, ils ont payé pour ça, que la propagande peut tuer, que l'ingérence peut tuer et que les Russes ne sont pas des alliés. Là, au moins, c'est limpide. Tout le pays est bien au courant, si vous voulez. Et donc, c'est très douloureux de revenir dans son pays, sa démocratie, et de voir dans le train, qui est très long en plus, pendant les 16 heures de train qui vous ramènent d'Ukraine, quand vous lisez les commentaires sur les déclarations du chef d'état-major des armées, le général Mandon, je peux vous dire que des fois, vous avez envie de reprendre le train immédiatement dans l'autre sens. Alors, vous aurez la parole ensuite pour vos questions-réactions, mais je voulais vous faire entendre, Caroline, un point de vue, alors on voit ces déclarations effectivement du général Mandon, un point de vue alors qui se défend de toute complaisance vis-à-vis de la Russie, mais qui dit simplement on va beaucoup trop loin et la Russie n'est pas notre ennemi. Il s'agit de Luc Ferry. Et je vous propose d'écouter cet extrait de l'intervention de Luc Ferry face à Margot Haddad, et puis vous nous donnerez votre réaction, mais il faut entendre les autres points de vue. Écoutons. On s'invente un ennemi, alors Poutine va aller jusqu'à Lisbonne, c'est bien sûr, évidemment, il va prendre Berlin, voilà, il va nous faire la guerre. Bon, on ne peut pas dire que la Russie est un allié, Luc Ferry. J'ai pas dit que c'était un allié, je dis que c'est pas un ennemi. C'est absolument pas un ennemi. Un pays qui menace, qui fait des menaces hybrides, qui fait des cyberattaques sur notre territoire. On s'est inventé un ennemi depuis 30 ans. On a complètement inventé un ennemi depuis 30 ans. Le rêve absolu de Poutine, c'est d'être arrimé à l'Union européenne. Commentaire. Commentaire. Écoutez, moi, je me suis disputée avec Luc Ferry sur la Russie en 2014, après l'annexion de la Crimée. Je ne vais pas rapporter ici le contenu de notre dispute, mais je ne suis donc pas en train de tomber de ma chaise. Moi, je ne suis pas surprise par ces propos de Luc Ferry, et je les trouve franchement scandaleux. Il a le droit de les tenir, et on a le droit d'être un peu scandalisé. La Russie n'est pas notre ennemi. C'est un peu le discours de tous ceux qui nous expliquaient que Poutine n'envahirait pas l'Ukraine, que Poutine n'était pas un danger. Pareil, quand je disais si Poutine est l'un des plus grands dangers en 2014 après l'annexion de la Crimée, les gens rigolaient. Mais comment peuvent-ils continuer à tenir ce discours ? Comment on peut être un intellectuel et continuer à ne pas voir ce qui est en face de soi à ce point-là ? Alors il y a beaucoup d'arguments qu'on n'a pas le temps, évidemment, de regarder ici, sur l'histoire. Non, mais on peut regarder l'histoire, il faut regarder le présent. Enfin, le présent, c'est que la guerre hybride que nous mène la Russie, elle a déjà commencé. Elle ne date pas d'hier. Et il faut vraiment s'aveugler pour ne pas la regarder en face. Ça me rappelle, moi, ce que j'appelle les autruches de l'islamisme, qui pendant des années nous ont expliqué qu'on n'était pas du tout en guerre avec l'islamisme, que les islamistes qui étaient partis en Syrie ne reviendraient pas du tout nous frapper. Et ben, on a maintenant les perroquets de Moscou. Et c'est en fait toujours le cas dans une démocratie, quand vous avez un tyran qui vous en veut, ou des tyrans qui vous en veulent, il y a toujours des démocrates qui sont prêts à expliquer aux autres démocrates qu'il faut bien garder la tête dans le sable, surtout pas se préparer, ne pas se faire peur, parce que tout va très 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 bien se passer. Moi je pense que c'est plus sage, et c'est le rôle d'un chef d'état-major des armées, de nous dire de se préparer, d'autant qu'il est mieux informé que la plupart des gens qui commentent sur les plateaux de télévision, qu'il a des éléments sur son bureau qui tendent à lui laisser penser que cette guerre hybride, elle a déjà commencé. Et on n'a même pas besoin d'être dans ses chaussures pour le savoir, parce qu'en fait, il suffit de lire un peu la presse ou d'écouter des spécialistes qui, toute la journée, étudient sur, encore une fois, les déclarations de Poutine lui-même, les déclarations de son entourage, l'ambiance d'impérialisme revanchard dans lequel baigne le peuple russe du matin au soir à la télévision, est une ambiance, oui, de guerre coloniale et impériale qui n'a plus de limite. Quand vous voyez que, ici ou là, dans des pays européens, des mouvements de crypto-monnaies russes ont servi à payer
des tentatives d'actes violents pour créer des déstabilisations à la veille d'élections. Que dans le même temps, vous avez des partis et des élus et des hommes politiques qui sont achetés par la Russie pour être ses alliés et pour faire sa politique et pour les soutenir, par exemple, pour lever les sanctions. Il suffit de regarder les deux bouts de cet arc électrique et de se dire qu'à la prochaine élection, un des principaux dangers sur notre souveraineté démocratique et sur notre délibération, c'est évidemment ces opérations de déstabilisation informationnelle de la Russie, les cas de provocation ou de violence qu'elle peut être prête à provoquer pour placer à la tête de nos pays des gens qui seront ses vassaux. C'est ça la guerre hybride. Et c'est très concret et ça a déjà commencé. Alors, François, Thomas... D'abord une remarque sur l'histoire. Depuis 300 ans, la Russie des Romanov est dominée par une équation stratégique, c'est l'accès aux mers du Sud, c'est la Crimée, et l'accès à la mer du Nord, c'est la Baltique. Pierre le Grand fonde Saint-Pétersbourg et justement ouvre la Russie sur la mer du Nord, et c'est Potemkin qui conquiert la Crimée, Kherson, etc. Donc j'ai du mal à comprendre comment Luc Ferry peut dire l'histoire joue contre. Mais parce que la suite du film, ce sont les pays baltes, qui pour les Russes sont un démembrement de la Pologne, elle-même étant un démembrement de la Russie. Une question pour vous, Caroline. Vous nous dites tout ça, mais pourquoi Trump est-il séduit, est-il dans la main de Poutine ? On sait que c'est un homme intéressé par l'argent, par son prestige personnel, par son intérêt, l'intérêt des États-Unis de façon secondaire et son intérêt à lui. Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça, comme un petit garçon dans la main de Poutine ? Alors d'abord, vous parlez de petit garçon, François. Je pense que si on fait un peu de psychologie et qu'on se penche sur la personnalité du père de Donald Trump, on peut se dire qu'il y a un petit transfert possible, que Vladimir Poutine incarne un peu la figure paternelle, autoritaire, à laquelle est habitué Trump. Ensuite, là, on a recours à... la psychologie, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais si vous rajoutez l'affairisme, la fascination idéologique, l'intoxication informationnelle, ça joue encore une fois. Donald Trump baigne dans les éléments de langage de Moscou depuis des années, et du coup, son monde, son univers mental est refaçonné. Il a encore redit, il y a 2 jours, que l'Ukraine avait déclenché la guerre contre la Russie. Il en est persuadé, plus son animosité personnelle contre Zelensky qui remonte à l'affaire Hunter Biden et qui est très sérieuse, parce qu'il a eu l'impression que Zelensky ne lui a pas donné ce qu'il lui fallait contre Biden, il lui en veut personnellement. Et maintenant que je vous ai dit tout ça, il y a quand même un optimisme à garder quand on est être humain. Je reste convaincu que Trump va peut-être permettre ce cessez-le-feu. À un prix immense, c'est-à-dire que je crois qu'effectivement, il est capable d'aller envoyer son fameux envoyé spécial Witkoff et d'autres. Witkoff qui est un affairiste, lui aussi fasciné par Poutine, un agent immobilier. Il est capable de l'envoyer faire des propositions honteuses, scandaleuses, bourrées d'éléments et de demandes russes. Mais à un moment donné, et c'est Dominique Moisy qui le rappelait ici, il a aussi, et c'est la beauté de la démocratie, même quand elle est noyautée, même quand elle est au bord de tomber, il reste la force de l'opinion publique. La société civile américaine n'est pas encore complètement, elle, gangrénée. Et donc, s'il y a une forte pression de l'opinion américaine pour que les États-Unis n'imposent pas totalement les conditions de la Russie sur la nuque de l'Ukraine, il est possible que dans un mouvement de fierté et d'orgueil qui reste le moteur principal de Donald Trump, ils finissent par obtenir un cessez-le-feu qui sera quand même un peu honteux. On est quand même en train d'essayer d'humilier l'agressé, ce qui pour l'ordre mondial est une jurisprudence extrêmement périlleuse qui nous coûtera cher. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas obtenir ce cessez-le-feu, et je le souhaite comme nous tous. Thomas, Antoine et Ruth. 2 mots d'abord sur les propos de Luc Ferry. Comme sur d'autres sujets, il y a les faits et l'opinion. Les faits, c'est que la Russie mène la guerre à l'Ukraine. Il y a encore eu des morts cette nuit, vous l'avez vu, j'imagine, lors de votre déplacement, et que la Russie veut évidemment encore aller plus loin. Ce micro, il est gris. David, il n'est pas bleu. Luc Ferry peut dire qu'il est bleu. Je peux vous dire que ce micro est gris. Donc les faits sont là. Sur l'ingérence, il y a un conseil de défense demain matin à l'Élysée, après le conseil des ministres, notamment sur l'ingérence russe, mais pas seulement. Et le problème sur les conséquences en France. Vous dites, Caroline, vous avez raison, que l'ingérence, elle est déjà là en France. Sauf qu'elle n'est pas palpable par l'opinion publique. Les Français, dans leur quotidien, ne constatent pas l'ingérence russe. Et donc, ils n'ont pas d'exemple
à vous donner pour constater cela. L'affaire des étoiles de Bien David. sûr. Il y a eu des événements. Et dans leur côté, ils ne voient pas. Créteil. Les prochaines élections municipales, je peux vous dire qu'à Beauvau, à l'Élysée aussi, on regarde cela de près parce qu'ils s'attendent à des ingérences russes sans précédent pour un scrutin qui sera local. Et là, on va voir au fil des élections municipales et puis évidemment la présidentielle qui est l'élection suprême, des exemples précis d'ingérence qui pourraient peut-être réveiller aussi l'opinion publique française. Antoine ? Moi, je ne comprends pas qu'en fait, on en vienne pour se convaincre de la crédibilité de la menace russe après l'expérience ukrainienne, après l'expérience georgienne, à des caricatures comme celle qu'évoque Luc Ferry sur le fait de dire que soit dans Il n'est pas là pour répondre, alors on va pas soit dans le sillage, mais c'est quelque chose que j'entends constamment également dans la parole politique. Et les autruches qui ont réagi tout en chœur aux déclarations du général Mandon, soit alterner entre le fait de dire qu'on allait envoyer nos enfants mourir pour Kiev, donc on faisait un petit référendum autour d'une table pour savoir qui était prêt à envoyer ses enfants mourir pour Kiev, vous voyez l'intelligence de l'argument, soit disait qu'au fond les chars russes n'étaient ni à Strasbourg ni à Charleville-Mézières. Donc si vous voulez, je ne comprends pas qu'il y ait à ce point, dès lors que l'on brandit la nécessité pour la France de se réarmer, y compris moralement par rapport à une guerre qui est hybride. On sort les grandes références du pacifisme, les Romain Rolland, les Ferry, mais quand vous... Les Ferry, pardonnez-moi, les Jaurès, et sauf que quand vous faites l'effort de relire Jaurès dans le texte, en 1887, etc., dans la dépêche du Midi, il disait qu'il faudra précisément que, bien évidemment, se réarmer moralement, être prêt à défendre notre sol si la nécessité se faisait sentir. C'est ça aussi le pacifisme. Non, juste un mot, je crois que Trump, il est tiraillé. Il est fasciné par l'image de leader puissant de Poutine. Et comme il n'est pas vraiment démocrate, Trump, c'est un modèle en fait. Il adorerait pouvoir gouverner comme ça. Et en même temps, il a envie de pouvoir être l'homme de la paix, celui qui l'a fait à Gaza et celui qui l'a fait en Ukraine. Et donc il est dans une forme de... Je veux dire, il comprend pas nos états d'âme. Ça ne l'intéresse pas. Même la souffrance des Ukrainiens, c'est pas son problème. Il comprend beaucoup plus Poutine qui décide, qui veut, etc. C'est beaucoup plus son tempérament. En revanche, il veut arriver à un résultat. Et c'est la seule chose qui permet d'avoir une forme d'optimisme, c'est son tableau de chasse sur la paix, après Gaza, éventuellement ça. Peut-être que ça peut marcher. Merci Caroline. Et à mardi prochain. Merci Antoine et Thomas d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au